Chapitre 1er de l'Aiguille creuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Bidou. L'Aiguille creuse, par Maurice Leblanc. Chapitre 1er. Le coup de feu. Raymond prêta l'oreille. De nouveau, et par 2 fois, le bruit se fit entendre, assez net pour qu'on pût le détacher de tous les bruits confus qui formaient le grand silence nocturne, mais si faible qu'elle n'aurait su dire s'il était proche ou lointain, s'il se produisait entre les murs du vaste château ou dehors, parmi les retraites ténébreuses du parc. Doucement, elle se leva. Sa fenêtre était entr'ouverte, elle en écarta les battants. La clarté de la lune reposait sur un calme paysage de pelouse et de bosquets, où les ruines éparses de l'ancienne abbaye se découpaient en silhouettes tragiques, colonnes tronquées, ogives incomplètes, ébauches de portiques et lambeaux d'arc-boutants. Un peu d'air flottait à la surface des choses, glissant à travers les rameaux, nus et immobiles des arbres, mais agitant les petites feuilles naissantes des massifs. Et soudain, le même bruit. C'était vers sa gauche et au-dessous de l'étage qu'elle habitait. Par conséquent, dans les salons qui occupaient l'aile occidentale du château. Bien que vaillante et forte, la jeune fille sentit l'angoisse de la peur. Elle passa ses vêtements de nuit et prit les allumettes. « Raymonde, Raymonde !» Une voix faible comme un souffle l'appelait de la chambre voisine, dont la porte n'avait pas été fermée. Elle s'y rendait à tâtons lorsque Suzanne, sa cousine, sortit de cette chambre et s'effondra dans ses bras. « Raymonde, c'est toi, tu as entendu ?»« Oui. Tu ne dors donc pas ? Je suppose que c'est le chien qui m'a réveillée, il y a longtemps, mais il n'aboie plus. Quelle heure peut-il être ? 4 heures environ. Écoute, on marche dans le salon. Il n'y a pas de danger. Ton père est là, Suzanne. Mais il y a du danger pour lui. Il couche à côté du petit salon. Monsieur Daval est là, lui aussi. À l'autre bout du château. Comment veux-tu qu'il entende ? Elles hésitaient, ne sachant à quoi se résoudre. Appeler ? Crier au secours ? Elles n'osaient, tellement le bruit même de leur voix leur semblait redoutable. Mais Suzanne, qui s'était approchée de la fenêtre, étouffa un cri. « Regarde, un homme près du bassin !» Un homme, en effet, s'éloignait d'un pas rapide. Il portait sous le bras un objet d'assez grande dimension dont elles ne purent discerner la nature, et qui, en ballottant contre sa jambe, contrariait sa marche. Elles le virent qui passait près de l'ancienne chapelle et qui se dirigeait vers une petite porte dont le mur était percé. Cette porte devait être ouverte, car l'homme disparut subitement, et elles n'entendirent point le grincement habituel des gonds. « Il venait du salon !» murmura Suzanne. « Non, l'escalier et le vestibule l'auraient conduit bien plus à gauche, à moins que... » Une même idée les secoua. Elles se penchèrent. Au-dessous d'elles, une échelle était dressée contre la façade et s'appuyait au premier étage. Une lueur éclairait le balcon de pierre, et un autre homme qui portait aussi quelque chose enjamba ce balcon, se laissa glisser le long de l'échelle et s'enfuit par le même chemin. Suzanne, épouvantée, sans force, tomba à genoux, balbutiant. « Appelons au secours !»« Qui viendrait ? Ton père ? Et s'il y a d'autres hommes et qu'on se jette sur lui ? On pourrait avertir les domestiques. Ta sonnette communique avec leur étage ? Oui, peut-être, c'est une idée, pourvu qu'ils arrivent à temps. » Raymond chercha près de son lit la sonnerie électrique et la pressa du doigt. Un timbre en haut vibra, et elles eurent l'impression que d'en bas, on avait dû en percevoir le son distinct. Elles attendirent. Le silence devenait effrayant, et la brise elle-même n'agitait plus les feuilles des arbustes. « J'ai peur !» répétait Suzanne. Et tout à coup, dans la nuit profonde, au-dessous d'elle, le bruit d'une lutte, un fracas de meubles bousculés, des exclamations, puis, horrible, sinistre, un gémissement rauque, le râle d'un être qu'on égorge. Raymond bondit vers la porte. Suzanne s'accrocha désespérément à son bras. « Non, ne me laisse pas, j'ai peur !» Raymond la repoussa et s'élança dans le corridor, bientôt suivi de Suzanne qui chancelait d'un mur à l'autre en poussant des cris. Elle parvint à l'escalier, dégringola de marche en marche, se précipita sur la grande porte du salon et s'arrêta net, clouée au seuil tandis que Suzanne s'affaissait à ses côtés. En face d'elle, à 3 pas, il y avait un homme qui tenait à la main une lanterne. D'un geste, il la dirigea vers les 2 jeunes filles, les aveuglant de lumière, regarda longuement leur visage, puis sans se presser, avec les mouvements les plus calmes du monde, il prit sa casquette, ramassa un chiffon de papier et 2 brins de paille, effaça des traces sur le tapis, s'approcha du balcon, se retourna vers les jeunes filles, les salua profondément et disparut. La première, Suzanne courut au petit boudoir qui séparait le grand salon de la chambre de son père. Mais dès l'entrée, un spectacle affreux la terrifia. À la lueur oblique de la lune, on apercevait à terre 2 corps inanimés, couchés l'un près de l'autre. « Père, c'est toi, qu'est-ce que tu as ?» s'écria-t-elle affolée, penchée sur l'un d'eux.
Au bout d'un instant, le comte de Gesvres remua. D'une voix brisée, il dit « Ne crains rien, je ne suis pas blessé. Et Daval, est-ce qu'il vit? Le couteau, le couteau !» À ce moment, 2 domestiques arrivaient avec des bougies. Raymond se jeta devant l'autre corps et reconnut Jean Daval, le secrétaire et l'homme de confiance du comte. Sa figure avait déjà la pâleur de la mort. Alors elle se leva, revint au salon, prit au milieu d'une panoplie accrochée au mur un fusil qu'elle savait charger et passa sur le balcon. Il y avait certes pas plus de 50 à 60 secondes que l'individu avait mis le pied sur la première barre de l'échelle. Il ne pouvait donc être bien loin d'ici, d'autant plus qu'il avait eu la précaution de déplacer l'échelle pour qu'on puisse s'en servir. Elle l'aperçut bientôt, en effet, qui longeait les débris de l'ancien cloître. Elle épaula, visa tranquillement et fit feu. L'homme tomba. « Ça y est !» proféra l'un des domestiques. « On le tient, celui-là, j'y vais !»« Non, Victor, il se relève. Descendez l'escalier et filez sur la petite porte. Il ne peut se sauver que par là. » Victor se hâta, mais avant même qu'il ne fût dans le parc, l'homme était retombé. Raymond appela l'autre domestique. « Albert, vous le voyez là-bas, près de la grande arcade ?»« Oui, il rentre dans l'herbe, il est fichu. Surveillez-le d'ici, pas moyen qu'il s'échappe. À droite des ruines, c'est la pelouse découverte. Et Victor garde la porte à gauche, dit-elle en reprenant son fusil. N'y allez pas, mademoiselle. Si, dit-elle, l'accent résolu, les gestes saccadés. Laissez-moi, il me reste une cartouche. S'il bouge, elle sortit. Un instant après, Albert la vit qui se dirigeait vers les ruines. Il lui cria de la fenêtre. « Il se traînait derrière l'arcade. Je ne le vois plus. Attention, mademoiselle !» Raymond fit le tour de l'ancien cloître, coupait toute retraite à l'homme et bientôt, Albert la perdit de vue. Au bout de quelques minutes, ne la revoyant pas, il s'inquiéta. Et tout en surveillant les ruines, au lieu de descendre par l'escalier, il s'efforça d'atteindre l'échelle. Quand il eut réussi, il descendit rapidement et courut droit à l'arcade, près de laquelle l'homme lui était apparu pour la dernière fois. 30 pas plus loin, il trouva Raymond qui cherchait Victor. « Eh ben, fit-il. « Impossible de mettre la main dessus, dit Victor. La petite porte? J'en viens, voici la clé. Pourtant, il faut bien. Oh, son affaire est sûre, d'ici à 10 minutes, il est à nous, le bandit. » Le fermier et son fils, réveillés par le coup de fusil, arrivaient de la ferme dont les bâtiments s'élevaient assez loin sur la droite, mais dans l'enceinte des murs. Ils n'avaient rencontré personne. « Parbleu, non, fit Albert. Le gredin n'a pas pu quitter les ruines. On le dénichera au fond de quelques trous. » Ils organisèrent une battue méthodique, fouillant chaque buisson, écartant les lourdes traînes de lierre enroulées autour du fût des colonnes. On s'assura que la chapelle était bien fermée et qu'aucun des vitraux n'était brisé. On contourna le cloître, on visita tous les coins et recoins. Les recherches furent vaines. Une seule découverte à l'endroit même où l'homme s'était abattu, blessé par Raymond. On ramassa une casquette de chauffeur, en cuir fauve. Sauf cela, rien. À 6 heures du matin, la gendarmerie d'Ouville-la-Rivière était prévenue et se rendait sur les lieux après avoir envoyé par express au parquet de Dieppe une petite note relatant les circonstances du crime, la capture imminente du principal coupable, la découverte de son couvre-chef et du poignard avec lequel il avait perpétré son forfait. À 10 heures, 2 autos descendaient la pente légère qui aboutit au château. L'une, vénérable calèche, contenait le substitut du procureur et le juge d'instruction, accompagné de son greffier. Dans l'autre, modeste cabriolet, avaient pris place 2 jeunes reporters représentant le journal de Rouen et une grande feuille parisienne. Le vieux château apparut, jadis demeure abbatiale des prieurs d'Ambrumésy, mutilé par la Révolution, restauré par le comte de Gesvres, auquel il appartient depuis 20 ans. Il comprend un corps de logis que surmonte un pinacle où veille une horloge, et 2 ailes dont chacune est enveloppée d'un perron en balustrade de pierre. Par-dessus les murs du parc, et au-delà du plateau que soutiennent les hautes falaises normandes, on aperçoit, entre les villages de Sainte-Marguerite et de Varangeville, la ligne bleue de la mer. Là vivait le comte de Gesvres, avec sa fille Suzanne, jolie et frêle créature aux cheveux blonds, et sa nièce Raymonde de Saint-Véran, qu'il avait recueillie 2 ans auparavant, lorsque la mort simultanée de son père et de sa mère laissa Raymonde orpheline. Les distances étaient calmes et régulières au château. Quelques voisins y venaient de temps à autre. L'été, le comte menait les 2 jeunes filles presque chaque jour à Dieppe. Lui, c'était un homme de taille élevée, de belle figure grave, aux cheveux grisonnants. Très riche, il gérait lui-même sa fortune et surveillait ses propriétés avec l'aide de ce secrétaire, Jean Daval. Dès l'entrée, le juge d'instruction recueillit les premières constatations du brigadier de gendarmerie de Quevillon. La capture du coupable, toujours imminente d'ailleurs, n'était pas encore effectuée, mais on tenait toutes les issues du parc. Une évasion était impossible. La petite troupe traversa ensuite la salle capitulaire et le réfectoire, situé au rez-de-chaussée, et gagna le premier étage.
Aussitôt l'ordre parfait du salon fut remarqué. Pas un meuble, pas un bibelot qui ne parût s'occuper leur place habituelle, et pas un vide parmi ces meubles et ces bibelots. À droite et à gauche étaient suspendues de magnifiques tapisseries flamandes à personnages. Au fond, sur les panneaux, 4 belles toiles, dans leur cadre du temps, représentaient des scènes mythologiques. C'étaient les célèbres tableaux de Rubens, légués au comte de Gesvres, ainsi que les tapisseries de Flandre, par son comte maternel, le marquis de Bodadilla, grand d'Espagne. M. Filleul, le juge d'instruction, observa. Si le vol fut le mobile du crime, ce salon en tout cas n'en a pas été l'objet. Qui sait, fit le substitut qui parlait peu, mais toujours dans un sens contraire aux opinions du juge. Voyons, mon cher monsieur, le premier soin d'un voleur lui était de déménager ses tapisseries et ses tableaux, dont la renommée est universelle. Peut-être n'en a-t-on pas eu le loisir? C'est ce que nous allons savoir. À ce moment, le comte de Gesvres entra, suivi du médecin. Le comte, qui ne semblait pas se ressentir de l'agression dont il avait été victime, souhaita la bienvenue aux 2 magistrats. Puis, il ouvrit la porte du boudoir. La pièce où personne n'avait pénétré depuis le crime, sauf le docteur, offrait à l'encontre du salon le plus grand désordre. 2 chaises étaient renversées, une des tables démolie, et plusieurs autres objets, une pendule de voyage, un classeur, une boîte de papier à lettres, gisaient à terre. Et il y avait du sang à certaines des feuilles blanches éparpillées. Le médecin écarta le drap qui cachait le cadavre. Jean Daval, habillé de ses vêtements ordinaires, de velours et chaussé de bottines ferrées, était étendu sur le dos, un de ses bras replié sur lui. On avait ouvert sa chemise et l'on apercevait une large blessure qui trouait sa poitrine. La mort a dû être instantanée, déclara le docteur. Un coup de couteau a suffi. C'est sans doute, Dit le juge. le couteau que j'ai vu sur la cheminée du salon, près d'une casquette de cuir. Oui, certifia le comte de Gesvres. Le couteau fut ramassé ici même. Il provient de la panoplie du salon d'où ma nièce, mademoiselle de Saint-Véran, arracha le fusil. Quant à la casquette de chauffeur, c'est évidemment celle du meurtrier. M. Filleul étudia encore certains détails de la pièce, adressa quelques questions au docteur, puis pria M. de Gesvres de lui faire le récit de ce qu'il avait vu et de ce qu'il savait. Voici en quels termes le comte s'exprima. C'est Jean Daval qui m'a réveillé. Je dormais mal d'ailleurs, avec des éclairs de lucidité où j'avais l'impression d'entendre des pas, quand, tout à coup, en ouvrant les yeux, je l'aperçus au pied de mon lit, sa bougie à la main et tout habillé, comme il l'est actuellement, car il travaillait souvent très tard dans la nuit. Il semblait fort agité, et il me dit à voix basse, « Il y a des gens dans le salon !» En effet, je perçus du bruit. Je me levai et j'entrebâillai doucement la porte de ce boudoir. Au même instant, cette autre porte qui donne sur le grand salon était poussée, et un homme apparaissait, qui bondit sur moi et m'étourdit d'un coup de poing à la tempe. Je vous raconte cela sans aucun détail, monsieur le juge d'instruction, pour cette raison que je ne me souviens que des faits principaux et que ces faits se sont passés avec une extraordinaire rapidité. Et après? Après, je ne sais plus. J'étais évanoui. Quand je suis revenu à moi, Daval était étendu, mortellement frappé. À première vue, vous ne soupçonnez personne. Personne. Vous n'avez aucun ennemi. Je ne m'en connais pas. Monsieur Daval n'en avait pas non plus. Daval? Un ennemi? C'était la meilleure créature qui fût. Depuis 20 ans que Jean Daval était mon secrétaire et je puis dire mon confident, je n'ai jamais vu autour de lui que des sympathies et des amitiés. Pourtant, il y a eu escalade, il y a eu meurtre, il faut bien un motif à tout cela. Le motif? Et c'est le vol, purement et simplement. On vous a donc volé quelque chose? Rien. Alors? Alors, si on n'a rien volé et s'il ne manque rien, on a du moins apporté quelque chose. Quoi? Je l'ignore, mais ma fille et ma nièce vous diront, en toute certitude, qu'elles ont vu successivement 2 hommes traverser le parc et que ces 2 hommes portaient d'assez volumineux fardeaux. Ces demoiselles? Ces demoiselles ont rêvé? Je serais tenté de le croire, car depuis ce matin je m'épuise en recherches et suppositions. Mais il est aisé de les interroger. On fit venir les 2 cousines dans le grand salon. Suzanne, toute pâle et tremblante encore, pouvait à peine parler. Raymonde, plus énergique et plus virile, plus belle aussi avec l'éclat doré de ses yeux bruns, raconta les événements de la nuit et la part qu'elle y avait prise. De sorte, mademoiselle, que votre déposition est catégorique. Absolument. Les 2 hommes qui traversaient le parc emportaient des objets. Et le troisième? Il est parti d'ici les mains vides. Sauriez-vous nous donner son signalement? Il n'a cessé de nous éblouir avec la clarté de sa lanterne. Tout au plus, dirais-je qu'il est grand et lourd d'aspect. Est-ce ainsi qu'il vous est apparu, mademoiselle? Demanda le juge à Suzanne de Gesvres. Oui, plutôt non, fit Suzanne en réfléchissant. Moi je l'ai vu de taille moyenne et mince. Monsieur Filleul sourit, habitué aux divergences d'opinion et de vision chez les témoins d'un même fait. Nous voici donc en présence d'une part d'un individu, celui du salon,
qu'il est à la fois grand et petit, gros et mince, et de l'autre, deux individus, ceux du parc, que l'on accuse d'avoir enlevé de ce salon des objets qui s'y trouvent encore. Monsieur Filleul était un juge de l'école ironiste, comme il le disait lui-même. C'était aussi un juge qui ne détestait point la galerie, ni les occasions de montrer au public son savoir-faire, ainsi que l'attestait le nombre croissant des personnes qui se pressaient dans le salon. Aux journalistes s'étaient joints le fermier et son fils, le jardinier et sa femme, puis le personnel du château, puis les 2 chauffeurs qui avaient mené les voitures de Dieppe. Il reprit. Il s'agirait aussi de se mettre d'accord sur la façon dont a disparu ce troisième personnage. Vous avez tiré avec ce fusil, mademoiselle, et de cette fenêtre. Oui, l'homme atteignait la pierre tombale presque enfouie sous les ronces, à gauche du cloître, mais il s'est relevé, à moitié seulement. Victor est aussi descendu pour garder la petite porte et je l'ai suivi, laissant ici en observation notre domestique Albert. Albert, à son tour, fit sa déposition, et le juge conclut. Par conséquent, d'après vous, le blessé n'a pu s'enfuir par la gauche, puisque votre camarade surveillait la porte, ni par la droite, puisque vous l'auriez vu traverser la pelouse. Donc, logiquement, il est, à l'heure actuelle, dans l'espace relativement restreint que nous avons sous les yeux. C'est ma conviction. Est-ce la vôtre, mademoiselle? Oui, et la mienne aussi, fit Victor. Le substitut du procureur s'écria d'un ton narquois. Le champ des investigations est étroit. Il n'y a qu'à continuer les recherches commencées depuis 4 heures. Peut-être serons-nous plus heureux. Monsieur Filleul prit sur la cheminée la casquette en cuir, l'examina, et, appelant le brigadier de gendarmerie, lui dit à part. Brigadier, envoyez immédiatement un de vos hommes à Dieppe, chez le chapelier Maigret, rue de la Barre, et que monsieur Maigret nous dise, si possible, à qui fut vendue cette casquette. Le champ des investigations, selon le mot du substitut, se limitait à l'espace compris entre le château, la pelouse de droite, et l'angle formé par le mur de gauche et par le mur opposé du château, c'est-à-dire un quadrilatère d'environ 100 mètres de côté, où surgissaient çà et là les ruines d'Embrumésie, le monastère si célèbre au Moyen-Âge. Tout de suite, dans l'herbe foulée, on nota le passage du fugitif. À 2 endroits, des traces de sang noirci, presque desséchées, furent observées. Après le tournant de l'arcade, qui marquait l'extrémité du cloître, il n'y avait plus rien. La nature du sol, tapissé d'aiguilles de pin, ne se prétend plus à l'empreinte d'un corps. Mais alors, comment le blessé aurait-il pu échapper au regard de la jeune fille, de Victor et d'Albert? Quelques fourrés que les domestiques et les gendarmes avaient battus et rebattus, quelques pierres tombales sous lesquelles on avait exploré, et c'était tout. Le juge d'instruction se fit ouvrir par le jardinier qui en avait la clé, la Chapelle-Dieu, véritable bijou de sculpture que le temps et les révolutions avaient respecté, et qui fut toujours considéré, avec les fines ciselures de son porche et le menu peuple de ses statuettes, comme une des merveilles du style gothique normand. La chapelle, très simple à l'intérieur, sans autre ornement que son autel de marbre, n'offrait aucun refuge. D'ailleurs, il lui fallut s'y introduire. Par quel moyen? L'inspection aboutissait à la petite porte qui servait d'entrée aux visiteurs des ruines. Elle donnait sur un chemin creux, resserré entre l'enceinte et un bois taillis où se voyaient des carrières abandonnées. Monsieur Filleul se pencha. La poussière du chemin présentait des marques de pneumatiques, à bandage antidérapant. De fait, Raymond et Victor avaient cru entendre, après le coup de fusil, le halètement d'une auto. Le juge d'instruction insinua. Le blessé aura rejoint ses complices. Impossible, s'écria Victor. J'étais là, alors que mademoiselle et qu'Albert l'apercevaient encore. Enfin quoi, il faut pourtant bien qu'il soit quelque part. Dehors ou dedans, nous n'avons pas le choix. Il est ici, dirent les domestiques avec obstination. Le juge haussa les épaules et se retourna vers le château, assez morose. Décidément, l'affaire s'annonçait mal. Un vol où rien n'était volé, un prisonnier invisible, il n'y avait pas de quoi se réjouir. Il était tard. Monsieur de Gesvres pria les magistrats à déjeuner, ainsi que les 2 journalistes. On mangea silencieusement, puis M. Filleul retourna dans le salon, où il interrogea les domestiques. Mais le trot d'un cheval résonna du côté de la cour, et un instant après, le gendarme que l'on avait envoyé à Dieppe entra. « Eh bien, vous avez vu le chapelier » s'écria le juge, impatient d'obtenir enfin un renseignement. « J'ai vu M. Maigret. La casquette a été vendue à un cocher. »« Un cocher » ?»« Oui, un cocher qui s'est arrêté avec sa voiture devant le magasin et qui a demandé si on pouvait lui fournir, pour l'un de ses clients, une casquette de chauffeur en cuir jaune. Il restait celle-là, il a payé sans même s'occuper de la pointure, et il est parti. Il était très pressé. »« Quelle sorte de voiture ?»« Une calèche. »« Et quel jour était-ce ?»« Quel jour ? Mais aujourd'hui, ce matin, à 8 heures. »« Ce matin ? Qu'est-ce que vous me chantez là ?»« La casquette a été achetée ce matin. »« Mais c'est impossible.
puisqu'elle a été trouvée cette nuit dans le parc. Pour cela, il fallait qu'elle y fût, et par conséquent qu'elle lui était achetée auparavant. Ce matin, le chapelier me l'a dit. Il y eut un moment d'effarement. Le juge d'instruction, stupéfait, tâcha de comprendre. Soudain, il sursauta, frappé d'un coup de lumière. Qu'on amène le cocher qui nous a conduits ce matin, celui de la calèche, qu'on l'amène. Le brigadier de gendarmerie et son subordonné coururent en hâte vers les écuries. Au bout de quelques minutes, le brigadier revenait seul. Le cocher? Il s'est fait servir à la cuisine, il a déjeuné, et puis... Et puis? Il a filé. Avec sa voiture? Non, sous prétexte d'aller voir un de ses parents à Ouville, il a emprunté la bicyclette du palefrenier. Voici son chapeau et son paletot. Mais il n'est pas parti tête nue. Il a tiré de sa poche une casquette et il l'a mise. Une casquette? Oui, en cuir jaune, paraît-il. En cuir jaune? Mais non, puisque la voilà. En effet, monsieur le juge d'instruction, et la sienne est pareille. Le substitut allégé ricanement. Très drôle, très amusant. Il y a 2 casquettes, l'une, qui était la véritable et qui constituait notre seule pièce à conviction, est partie sur la tête du pseudo-cocher. L'autre, la fausse, vous l'avez entre les mains. Ah, le brave homme nous a proprement roulé. Qu'on le rattrape, qu'on le ramène, cria monsieur Filleul. Brigadier Quevillon, que de vos hommes à cheval et au galop. Il est loin, dit le substitut. Si loin qu'il soit, il faudra bien qu'on mette la main sur lui. Je l'espère, mais je crois, monsieur le juge d'instruction, que nos efforts doivent surtout se concentrer ici. Veuillez lire ce papier que je viens de trouver dans les poches du manteau. Quel manteau? Celui du cocher. Et le substitut du procureur tendit à monsieur Filleul un papier plié en 4, où se lisaient ces quelques mots tracés au crayon, d'une écriture un peu vulgaire. Malheur à la demoiselle si elle a tué le patron. L'incident causa une certaine émotion. À bon entendeur salut, nous sommes avertis, murmura le substitut. Monsieur le comte, reprit le juge d'instruction, je vous supplie de ne pas vous inquiéter. Vous non plus, mademoiselle. Cette menace n'a aucune importance, puisque la justice est sur le lieu. Toutes les précautions seront prises. Je réponds de votre sécurité. Quant à vous, messieurs, ajouta-t-il en se tournant vers les 2 reporters, je compte sur votre discrétion. C'est grâce à ma complaisance que vous avez assisté à cette enquête, et ce serait mal me récompenser. Il s'interrompit, comme si une idée le frappait, regarda les 2 jeunes gens tour à tour, et s'approcha de l'un d'eux. À quel journal êtes-vous attaché? Au journal de Rouen. Vous avez une carte d'identité? La voici. Le document était en règle. Il n'y avait rien à dire. Monsieur Filleul interpella l'autre reporter. Et vous, monsieur? Moi? Oui, vous. Je vous demande à quelle rédaction vous appartenez. Mon Dieu, monsieur le juge d'instruction, j'écris dans plusieurs journaux, un peu partout. Votre carte d'identité? Il n'en est pas. Ah, et comment se fait-il? Pour qu'un journal vous délivre une carte, il faut y écrire de façon suivie. Eh bien, je ne suis que collaborateur occasionnel, j'envoie de droite et de gauche des articles qui sont publiés ou refusés, selon les circonstances. En ce cas, votre nom, vos papiers. Mon nom ne vous apprendrait rien. Quant à mes papiers, je n'en ai pas. Vous n'avez pas un papier quelconque faisant foi de votre profession? Je n'ai pas de profession. Enfin, monsieur, s'écria le juge avec une certaine brusquerie. Vous ne prétendez cependant pas garder l'incognito, après vous êtes introduit ici par ruse et avoir surpris les secrets de la justice? Je vous prierai de remarquer, monsieur le juge d'instruction, que vous ne m'avez rien demandé quand je suis venu, et que par conséquent, je n'avais rien à dire. En outre, il ne m'a pas semblé que l'enquête fût secrète, puisque tout le monde y assistait, même l'un des coupables. Il parlait doucement, d'un ton de politesse infinie. C'était un tout jeune homme, très grand et très mince, vêtu d'un pantalon trop court et d'une jaquette trop étroite. Il avait une figure rose de jeune fille, un front large planté de cheveux en brosse et une barbe blonde mal taillée. Ses yeux brillaient d'intelligence. Il ne semblait nullement embarrassé et souriait d'un sourire sympathique où il n'y avait pas trace d'ironie. Monsieur Filleul l'observait avec une méfiance agressive. Les 2 gendarmes s'avancèrent. Le jeune homme s'écria gaiement. « Monsieur le juge d'instruction, il est clair que vous me soupçonnez d'être un des complices. Mais s'il en était ainsi, ne me serais-je point esquivé au bon moment, selon l'exemple de mon camarade? Vous pouviez espérer? Tout espoir eût été absurde. Réfléchissez, monsieur le juge d'instruction, et vous conviendrez qu'en bonne logique, monsieur Filleul le regarda droit dans les yeux et sèchement. Assez de plaisanterie, votre nom? Isidore Beautrelet. Votre profession? Élève de rhétorique au lycée Janson de Sailly. Monsieur Filleul écarquilla des yeux effarés. Que me chantez-vous là? Élève de rhétorique? Au lycée Janson, rue de la Pompe, numéro... Ah, ça, mais... s'exclama monsieur Filleul. Vous vous moquez de moi? Il ne faudrait pas que ce petit jeu se prolongeât.
Je vous avoue, monsieur le juge d'instruction, que votre surprise m'étonne. Qu'est-ce qui s'oppose à que je sois élève au lycée Janson? Ma barbe, peut-être? Rassurez-vous, ma barbe est fausse. Isidore Beautrelet arracha les quelques boucles qui ornaient son menton, et son visage imberbe parut plus juvénile encore et plus rose, un vrai visage de lycéen. Et, tandis qu'un rire d'enfant découvrait ses dents blanches, « Êtes-vous convaincu maintenant? Et vous faut-il encore des preuves? Tenez, lisez sur ces lettres de mon père l'adresse. Monsieur Isidore Beautrelet, interne au lycée Janson de Sailly. » Convaincu ou non, Monsieur Filleul n'avait point l'air de trouver d'histoire à son goût. Il demanda d'un ton bourru. « Que faites-vous ici? »« Mais je m'instruis. »« Il y a des lycées pour cela. Le vôtre. » Vous oubliez, monsieur le juge d'instruction, qu'aujourd'hui, 23 avril, nous sommes en pleine vacances de Pâques. »« Eh bien, j'ai toute liberté d'employer ces vacances à ma guise. »« Votre père? » Mon père habite loin, au fond de la Savoie, et c'est lui-même qui m'a conseillé un petit voyage sur les côtes de la Manche. »« Avec une fausse barbe? » ?»« Ah, ça, non, l'idée est de moi. Au lycée, nous parlons beaucoup d'aventures mystérieuses. Nous lisons des romans policiers où l'on se déguise. Nous imaginons des tas de choses compliquées et terribles. Alors, j'ai voulu m'amuser, et j'ai mis une fausse barbe. En outre, j'avais l'avantage qu'on me prenait au sérieux, et je me faisais passer pour un reporter parisien. C'est ainsi qu'hier soir, après plus d'une semaine insignifiante, j'ai eu le plaisir de connaître mon confrère de Rouen, et que ce matin, ayant appris l'affaire d'Ambrumésie, il m'a proposé fort aimablement de l'accompagner et de louer une voiture de compte à demi. Isidore Beautrelet disait tout cela avec une simplicité franche, un peu naïve, et dont il n'était point possible de ne pas sentir le charme. Monsieur Filleul lui-même, tout en se tenant sur une réserve défiante, se plaisait à l'écouter. Il lui demanda d'un ton moins bourru. « Et vous êtes content de votre expédition? »« Ravi, d'autant plus que je n'avais jamais assisté à une affaire de ce genre, et que celle-ci ne manque pas d'intérêt. »« Ni de ces complications mystérieuses qui vous prisez si fort. »« Et qui sont si passionnantes, monsieur le juge d'instruction. Je ne connais pas d'émotion plus grande que de voir tous les faits qui sortent de l'ombre, qui se groupent les uns contre les autres, et qui forment peu à peu la vérité probable. » « La vérité probable? Comme vous y allez, jeune homme. Est-ce à dire que vous avez déjà prête votre petite solution de l'énigme? »« Oh non, repartit Beautrelet en riant. Seulement, il me semble qu'il y a certains points où il n'est pas impossible de se faire une opinion, et d'autres même tellement précis qu'il suffit de conclure. »« Mais ça devient très curieux, et je veux enfin savoir quelque chose, car je vous confesse, à ma grande honte, je ne sais rien. »« C'est que vous n'avez pas eu le temps de réfléchir, monsieur le juge d'instruction. L'essentiel est de réfléchir. Il est si rare que les faits ne portent pas en eux-mêmes leur explication. »« Et selon vous, les faits que nous venons de constater portent en eux-mêmes leur explication. » N'est-ce pas votre avis? En tout cas, je n'ai pas constaté d'autres que ceux qui sont consignés au procès-verbal. »« À merveille. De sorte que si je vous demandais quels furent les objets volés dans ce salon, je vous répondrais que je les connais. »« Bravo! Monsieur en sait plus long là-dessus que le propriétaire lui-même. Monsieur de Gesvres a son compte. Monsieur Isidore Beautrelet n'a pas le sien. Il lui manque une bibliothèque et une statue grandeur nature que personne n'avait jamais remarquée. Et si je vous demandais le nom du meurtrier? » Je vous répondrai également que je le connais. » Il y eut un sursaut chez tous les assistants. Le substitut et le journaliste se rapprochèrent. Monsieur de Gesvres et les deux jeunes filles écoutaient attentivement, impressionnés par l'assurance tranquille de Beautrelet. « Vous connaissez le nom du meurtrier? »« Oui. »« Et l'endroit où il se trouve, peut-être? »« Oui. » Monsieur Filleul se frotta les mains. « Quelle chance! Cette capture sera l'honneur de ma carrière. Et vous pouvez dès maintenant me faire ces révélations foudroyantes? »« Dès maintenant, oui. Ou bien si vous n'y voyez pas d'inconvénient dans 1 heure ou 2, lorsque j'aurai assisté jusqu'au bout à l'enquête que vous poursuivez. »« Mais non, tout de suite, jeune homme. » À ce moment, Raymond de Saint-Véran, qui depuis le début de cette scène n'avait pas quitté du regard Isidore Beautrelet, s'avança vers Monsieur Filleul. « Monsieur le juge d'instruction. »« Que désirez-vous, mademoiselle? » 2 ou 3 secondes elle hésita, les yeux fixés sur Beautrelet, puis, s'adressant à Monsieur Filleul, « Je vous prierai de demander à monsieur la raison pour laquelle il se promenait hier dans le chemin creux qui aboutit à la petite porte. » Ce fut un coup de théâtre. Isidore Beautrelet parut interloqué. « Moi, mademoiselle, moi? Vous m'avez vu hier ?» Raymonde resta pensive, les yeux toujours attachés à Beautrelet, comme si elle cherchait à bien établir en elle sa conviction, et elle prononça d'un ton posé. « J'ai rencontré dans le chemin creux, 4 heures de l'après-midi, alors que je traversais le bois, un jeune homme de la taille de monsieur, habillé comme lui, et qui portait la barbe taillée comme la sienne, et j'eus l'impression qu'il cherchait à se dissimuler. Et c'était moi? Il me serait impossible de l'affirmer d'une façon absolue, car mon souvenir est un peu vague. Cependant, il me semble bien, sinon la ressemblance serait étrange.
Monsieur Filleul était perplexe. Déjà dupé par l'un des complices, allait-il se laisser jouer par ce soi-disant collégien? Certes, la mort du jeune homme plaidait en sa faveur, mais sait-on jamais? Qu'avez-vous à répondre, monsieur? Que mademoiselle se trompe, et qu'il me sera facile de le démontrer. Hier, à cette heure, j'étais à Veule. Il faudra le prouver. Il le faudra. En tout cas, la situation n'est plus la même. Brigadier, l'un de vos hommes tiendra compagnie à monsieur. Le visage d'Isidore Beautrelet marqua une vive contrariété. Ce sera long? Le temps de réunir les informations nécessaires. Monsieur le juge d'instruction, je vous supplie de les réunir avec le plus de célérité et de discrétion possible. Pourquoi? Mon père est vieux, nous nous aimons beaucoup, et je ne voudrais pas qu'il eût de peine par moi. Le ton un peu larmoyant de la voix déplut à monsieur Filleul. Cela sentait la scène de mélodrame. Néanmoins, il promit. Ce soir, demain au plus tard, je saurai à quoi m'en tenir. L'après-midi avançait. Le juge retourna dans les ruines du vieux cloître, en ayant soin d'en interdire l'entrée à tous les curieux, et, patiemment, avec méthode, divisant le terrain en parcelles successivement étudiées, il dirigea lui-même les investigations. Mais, à la fin du jour, il n'était guère plus avancé, et il déclara devant une armée de reporters qui avaient envahi le château: « Messieurs, tout nous laisse supposer que le blessé est là, à portée de notre main. Tout, sauf la réalité des faits. Donc, à notre humble avis, il a dû s'échapper et c'est dehors que nous le trouverons. » Par précaution, cependant, il organisa, d'accord avec le brigadier, la surveillance du parc. Et après un nouvel examen des 2 salons et une visite complète du château, après s'être entouré de tous les renseignements nécessaires, il reprit la route de Dieppe en compagnie du substitut. La nuit vint. Le boudoir devant rester clos, on avait transporté le cadavre de Jean Daval dans une autre pièce. 2 femmes du pays le veillaient, secondées par Suzanne et Raymond. En bas, sous l'œil attentif du garde champêtre que l'on avait attaché à sa personne, le jeune Isidore Beautrelet sommeillait sur le banc de l'ancien oratoire. Dehors, les gendarmes, le fermier et une douzaine de paysans s'étaient postés parmi les ruines et le long des murs. Jusqu'à 11h, tout fut tranquille. Mais à 11h10, un coup de feu retentit de l'autre côté du château. « Attention !» hurla le brigadier. « Que 2 hommes restent ici, vous, Fosquier, et vous, le Canut, les autres pas de course !» Tous, ils s'élancèrent et doublèrent le château par la gauche. Dans l'ombre, une silhouette s'esquiva. Puis, tout de suite, un second coup de feu les attira plus loin, presque aux limites de la ferme. Et soudain, comme ils arrivaient en troupe à la haie qui borde le verger, une flamme jaillit à droite de la maison réservée aux fermiers, et d'autres flammes aussitôt s'élevèrent en colonne épaisse. C'était une grange qui brûlait, bourrée de paille jusqu'à son faîte. « Les coquins !» cria le brigadier Quevillon. « C'est eux qui ont mis le feu. Sautons dessus, mes enfants, ils ne peuvent pas être loin. » Mais la brise courbant les flammes vers le corps de logis, avant tout, il fallut parer au danger. Ils s'y employèrent tous, avec d'autant plus d'ardeur que M. de Gesvres accourut sur le lieu du sinistre et s'encouragea par la promesse d'une récompense. Quand on se fut rendu maître de l'incendie, il était 2h du matin. Toute poursuite eût été vaine. « Nous verrons cela au grand jour, dit le brigadier. Pour sûr, ils ont laissé des traces. On les retrouvera. Et je ne serais pas fâché, ajouta M. de Gesvres, de savoir la raison de cette attaque. Mettre le feu à des bottes de paille me paraît bien inutile. Venez avec moi, monsieur le comte. La raison, je vais peut-être vous la dire. » Ensemble, ils arrivaient aux ruines du cloître. Le brigadier appela. « Le Canut! Fossier !» D'autres gendarmes cherchaient déjà leurs camarades laissés en faction. On finit par les découvrir à l'entrée de la petite porte. Ils étaient étendus à terre, ficelés, bâillonnés, un bandeau sur les yeux. « Monsieur le comte !» murmura le brigadier tandis qu'on les délivrait. « Monsieur le comte, nous avons été joués comme des enfants. »« En quoi ? Les coups de feu, l'attaque, l'incendie ? Tout ça des blagues pour nous attirer là-bas, une diversion. Pendant ce temps, on ligotait nos 2 hommes et l'affaire était faite. Quelle affaire ? L'enlèvement du blessé, parbleu. Allons donc, vous croyez ? Si je crois, c'est la vérité certaine. Voilà bien 10 minutes que l'idée m'en est venue, mais je ne suis qu'un imbécile de ne pas y avoir pensé plus tôt. On les aurait tous pincés. Quevillon frappa du pied dans un subit accès de rage. Mais où, sacré nom ? Par où sont-ils passés ? Par où l'ont-ils enlevé ? Et lui, le gredin, où se cachait-il ? Car enfin quoi ? On a battu le terrain toute la journée, et un individu ne se cache pas dans une touffe d'herbe, surtout quand il est blessé. C'est de la magie, ces histoires-là. Le brigadier Quevillon n'était pas au bout de ses étonnements. À l'aube, quand on pénétra dans l'oratoire qui servait de cellule au jeune Isidore Beautrelet, on constata que le jeune Isidore Beautrelet avait disparu. Sur une chaise, courbée, dormait le garde champêtre. À côté de lui, il y avait une carafe et 2 verres. Au fond de l'un de ces verres, on apercevait un peu de poudre blanche. Après examen, il fut prouvé, d'abord que le jeune Isidore Beautrelet avait administré un narcotique au garde champêtre, qu'il n'avait pu s'échapper que par une fenêtre située à 2,50 m de hauteur, et enfin,
détail charmant qu'il n'avait pu atteindre cette fenêtre qu'en utilisant comme marchepied le dos de son gardien. Fin du chapitre 1er.